Bon, mes chers collègues, notre séance est commune aux deux commissions et est ouverte. Monsieur le Président de la Commission de la Défense, vous aviez pris l'initiative d'inviter Monsieur Védrine et d'ailleurs Monsieur de Villepin à intervenir sur un sujet très intéressant qui était l'Afrique après le désengagement militaire. Ce qui était très intéressant, c'est à quoi je vous ai répondu que l'Afrique après le désengagement militaire, c'était évidemment les affaires étrangères. Ce qui paraît aller de soi en termes... Donc, je suis très heureux que nous puissions faire, parce que le désengagement militaire en Afrique, c'est très important, et que nous puissions recevoir deux... Alors, nous allons recevoir uniquement M. Védrine aujourd'hui. Donc, il y avait au départ une puissance invitante qui était monsieur le président Kasiliou et deux invités qui étaient M. Védrine et M. de Villepin. Et nous avons transformé ça en deux puissances invitantes qui sont les deux présidents des commissions des affaires de la Défense et des Affaires étrangères et un seul invité pour l'instant, mais la qualité... Et là, c'est M. Védrine, M. de Villepin nous ayant fait savoir qu'il était tout à fait prêt à venir sans doute au mois de janvier pour prolonger l'entretien. Mais comme me dit M. Védrine, les idées de M. de Villepin, je les connais assez bien, je pourrais les expliquer aussi. Et c'est vrai qu'on a distingué un certain nombre de convergences entre ces deux éminents représentants de la diplomatie historique, de la diplomatie française, et d'ailleurs certains membres de cette commission, dont je dois dire, comme vous l'avez remarqué, monsieur le ministre, comme le président de la commission des affaires étrangères. Donc, c'est un grand bonheur pour nous deux de vous recevoir. Chacun vous connaît. Je rappellerai que vous êtes ancien secrétaire général de la présidence de la République auprès de François Mitterrand, ancien ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2012. Et nous sommes évidemment très heureux d'accueillir, d'entendre votre analyse sur la politique africaine de la France. Alors évidemment, j'ai cru comprendre que, comme diraient les évêques en d'autres circonstances, d'autres enjeux nous sollicitent que ceux de l'Afrique, et peut-être serez-vous heureux de nous faire part, au gré des questions qui vous seront posées ou spontanément, d'un certain nombre d'analyses sur la situation particulièrement urgente et tragique que nous connaissons au Moyen-Orient. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue. Nous allons, je pense que sur l'Afrique, je vais laisser la parole évidemment au président Kasiliou dans un court instant. Sur l'Afrique, nous sommes effectivement confrontés. Nous avons eu un grand débat sur un rapport qui avait été fait par Mme Tabarot et par M. Fuchs sur la politique africaine. Et ce rapport appelait effectivement à une révision assez en profondeur de notre politique africaine. De son côté, la Commission de la Défense, sous l'autorité du président Kasiliou, a mené tout un cycle de réflexion très intéressant sur un certain nombre d'aspects relatifs au lien entre la politique de défense et la politique africaine. Donc nous allons faire converger nos questionnements, nos analyses. Nous n'allons pas, et je ne vais pas parler trop longtemps parce que nous n'avons pas énormément de temps, mais je crois que nous serons très heureux de savoir effectivement comment vous percevez les nouveaux défis, la nouvelle approche de la politique africaine de la France, et peut-être un certain nombre de focus, comme on dit, de points particuliers. Hier soir, M. Lecoq avait organisé avec une excellente projection, la projection d'un excellent film et terrible à regarder sur les guerres des dernières années
en République démocratique du Congo. C'était un film saisissant. Je pense que sur cette question, vous avez beaucoup intervenu sur le Rwanda, sur cette question de la RDC, vous aurez certainement quelque chose à dire de très particulier, de très intéressant, et je pense que nous vous écouterons. Et puis après, sans doute, vous aurez, je pense que nos collègues vous solliciteront un peu sur le Moyen-Orient et vous nous adresserez vos analyses. Maintenant, je vais laisser la parole au président Kassiliou. Ensuite, vous intervenez. Nos usages, ce sont bien les mêmes. C'est une intervention liminaire de la durée que notre invité souhaite, entre 10 et 20 minutes. Et puis ensuite, des questions rapides posées par les représentants des groupes. Et vous répondez chaque fois à chaque représentant pour donner une allure assez vivante à ces échanges. Monsieur le Président de la Commission de défense, je vous donne bien volontiers la parole en tant que coprésident de cette réunion. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, pour cette audition commune. Monsieur le ministre, mes chers collègues, merci à nouveau, Monsieur le Président, d'avoir accepté le principe de cette audition commune qui, pour la Commission de la Défense, s'inscrit dans le cadre d'un cycle que nous menons actuellement sur la politique africaine de la France sous sa dimension sécuritaire, et nous sortons à l'instant d'une audition de think tank à ce sujet, et nous avons, dans le cadre de ce cycle, proposé à d'autres commissions de s'associer à nos travaux dans une approche, dans un premier temps, qui sera multidimensionnelle avant de retomber sur un sujet purement sécuritaire. Et par exemple, hier, nous avons mené une audition commune avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les impacts sécuritaires du dérèglement, et la Commission des affaires étrangères, bien entendu, sur les impacts sécuritaires du dérèglement climatique. Alors effectivement, l'opération Barkhane est terminée. Pour autant, ça ne signifie pas pour autant la fin de la présence militaire française en Afrique. Vous savez que nous y conservons de nombreuses forces prépositionnées, que ce soit à Dakar, à Djibouti, à N'Djamena, à Abidjan, avec les éléments français au Gabon, pour en citer quelques-unes, que par ailleurs nous avons une coopération militaire avec de nombreux pays, et que par ailleurs nous aurons potentiellement dans les années qui arrivent des opérations à y mener. Ça fait plusieurs fois que dans notre histoire on dit qu'on n'a plus d'opérations à mener en Afrique. Malheureusement, l'actualité nous rappelle parfois à certaines de nos responsabilités. Moi, il me semble deux points pourraient être évoqués aujourd'hui pour valoriser votre présence, Monsieur le ministre. D'une part, une question qu'on ne se pose pas assez, à mon sens, c'est la question souvent du pourquoi. Pourquoi notre politique africaine, quels y sont réellement nos intérêts. Et d'ailleurs, on voit parfois une décorrélation entre l'énergie qu'on y met et les intérêts réels qu'on peut avoir dans tel ou tel pays, intérêts sécuritaires, intérêts économiques, intérêts d'influence ou intérêts plus globaux, notamment par exemple dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis au-delà du pourquoi, bien entendu, la question qui nous intéresse, c'est la question du comment, d'un point de vue multidimensionnel. Et c'est pourquoi ce travail commun que nous avons ensemble, qui j'espère est le démarrage d'une nouvelle ère de coopération de nos deux commissions, est intéressant pour avoir cette approche globale. Et je sais que, Monsieur le Ministre, vous avez souvent l'habitude de dire que les grands discours ne marchent plus. Et en conséquence, j'aimerais vous poser la question, finalement, de quelle nouvelle coopération vous envisagez entre la France et l'Afrique, j'allais dire, bien entendu, vu de ma fenêtre, au-delà des coopérations sécuritaires. Mais voilà, notre temps est compté. Je reste là, Monsieur le Président. Un mot d'organisation entre nous. Je vais donner la parole au groupe, et puis tu donneras la parole aux orateurs particuliers. On fait comme ça? Ça va. Très bien. Monsieur le ministre, c'est à vous. C'est bon. Eh bien, d'abord, je remercie les deux présidents de m'avoir invité à venir devant vous. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois depuis que je ne suis plus ministre, il y a très longtemps. C'est toujours un contact très, très intéressant, très précieux, stimulant. C'est un peu une pression parce que j'ai une réflexion, on va dire, historique dans la durée, mais j'ai pas forcément des tas d'éléments absolument à jour. Mais enfin, je suis content d'être là. J'aurais été très content de le faire avec Dominique de Villepin. Je suis dire venu à votre invitation avec Alain Juppé, je crois. Oui, c'est absolument. Et, enfin bon, c'était une plaisanterie. Je suis d'accord avec une partie de ce que dit Dominique de Villepin, et qui s'explique parce qu'il dit lui-même souvent qu'il est un homme du Sud. Homme du Sud, né au Maroc, élevé au Venezuela, en poste très tôt en Inde, et donc il a une sensibilité qui n'efface pas les autres, la mienne, la vôtre, mais il a des tas d'antennes dans ce qu'on appelle le Sud global, qui n'est d'ailleurs pas global, qui est hétéroclite, mais enfin, qui a beaucoup
qui pèsent dans le débat, y compris l'affaire de l'avenir de l'Afrique, puisque toutes les puissances au monde n'ont pas une politique africaine, mais une politique en Afrique. Pas dans toute l'Afrique, il n'y a quasiment personne qui a une politique dans toute l'Afrique, il y a plus de 50 pays. Bon, alors, je pense qu'il faut distinguer pour réfléchir sur tout ça, hein, l'histoire, que je ne veux pas développer, parce qu'on n'est pas devant une académie historique. Il arrive à des assemblées voter des lois mémorielles, à mon avis, c'est une sottise. Enfin bon, c'est un mélange de genres, en tout cas. Mais en tout cas, il y a l'histoire, et mon avis, en résumé, c'est que plus personne en France et en Europe ne connaît l'histoire longue de l'Afrique. Il n'y a presque plus aucun spécialiste de ce qu'était l'Afrique avant les colonisations. La colonisation est très peu connue parce qu'elle est abordée que sous l'angle moral. C'est mal, donc tout est mal, donc il n'y a pas d'analyse. Alors qu'elles sont très différentes. Ce n'est pas les mêmes selon les pays. Il y en a qui ont été atroces et sanglantes, d'autres qui se sont passées facilement, bon, etc. Et donc on les connaît pas, on mélange tout. Les décolonisations sont peu connues, en fait, maintenant. La première époque des décolonisations sont mal connues. L'époque dans laquelle Houphouët-Boigny invente la France-Afrique. Ce n'est pas la France qui a inventé la France-Afrique, c'est la demande de Senghor, d'Houphouët, etc. Ceux qui avaient demandé au général de Gaulle de maintenir des bases en disant si l'armée française ne reste pas, on va être obligé de faire des armées nous, et ils vont faire des putschs. Et ça va coûter cher, etc. Bon. Donc il y a toute une période des décolonisations réussies. Réussies si vous reportez aux écrits, même aux médias de l'époque, notamment en Afrique, il y a une période qui est très optimiste. On dit formidable. On s'en est pas bien sorti partout. Je ne parle pas de l'Algérie, hein. Là je parle de l'Afrique. Bon. Donc il y a des périodes très mal connues. Et la politique française en Afrique, qu'il faudrait analyser en différenciant quand même ce qui s'est passé sous les différents présidents, avec des évolutions permanentes, notamment la césure du discours de la boule de François Mitterrand, qui à un moment donné constate que l'URSS est sur sa fin, et que donc les régimes africains qui on disait il faudrait quand même réprimer un peu moins, sortir des gars de prison, etc., ils disaient il faut m'emmerder trop, on va faire une alliance avec l'URSS. Bon. À un moment donné, ils ne peuvent plus, donc on se dit c'est le moment d'avancer, d'où l'arbitrage du discours de la boule, avec une phrase clé dans un discours par ailleurs interminable, qui était de dire on va laisser tomber personne, mais on va aider plus favorablement les pays qui vont avancer vers la démocratie, avec un débat encore maintenant sur quels ont été les effets. Il y a des pays d'Afrique dans lesquels les minoritaires se sont dit si on ne prend pas le pouvoir tout de suite, on est fichu. Donc il y a des effets complètement paradoxaux, tout à fait oubliés, mais en moyenne, il y a eu des élections, des constitutions, des ceci, des cela. Donc il y a une césure. Je ne dis pas ça parce que je travaille avec Mitterrand, il y a vraiment une césure historique par rapport à ça. Il faudrait reconstituer toutes les évolutions en rappelant que la fameuse France-Afrique, c'est dans les dictionnaires de Flaubert, ça, est annoncé, on met fin à la France-Afrique régulièrement, tous les ans, depuis 30 ans. Bon. C'est complètement idiot parce qu'il n'y a plus personne en France qui connaisse bien l'Afrique. Peut-être vous, il y a peut-être ici 10 des seuls spécialistes de l'Afrique. Les journalistes ne connaissent pas. Il y a les anthropologues, il n'y en a plus. Donc la connaissance des Afriques, moi je m'intéresse tout le temps, en France s'est effondrée. Les Africains, les dirigeants africains, pour qui c'est quand même très très important de savoir ce qui se décide à Paris ou à Bruxelles ou ailleurs, sont plus aguerris en réalité. Mais dans le sens, non. Donc il n'y a plus de France-Afrique au sens sociologie d'avant. Les relations, les liens, la connaissance, le terrain. Quelques hommes d'affaires, mais quelques grands chefs d'entreprise, ils ont une connaissance très utilitaire, très spécialisée. Donc il y a un effondrement de la France-Afrique, pas au sens qu'on donne d'habitude à cette formule, qui donc n'existe plus depuis longtemps, mais sous la forme de l'effondrement sociologique. Bon, mais on n'est pas dans une académie historique, dommage, et tout ça n'a pas d'intérêt pour vous maintenant, mais mon résumé à moi, c'est que ce qu'on dit sur l'Afrique aujourd'hui est uniquement corrélé à un état particulier de l'opinion française qui est convulsée là-dessus comme sur plein de sujets, et des opinions de quelques pays peu nombreux en Afrique. Peu nombreux. Il y a plus de 50 pays en Afrique. Ils font partie du fameux Sud global hétéroclite. On est dans un moment de discours, en tout cas sur le monde post-occidental. La désoccidentalisation qui touche aussi l'Afrique, plus ou moins fort. Ils ne sont évidemment pas d'accord entre eux. L'Inde et la Chine ne sont pas d'accord, mais voilà le bruit de fond qu'on entend par rapport. Ça ne peut pas ne pas toucher l'Afrique. Or, en Afrique, les pays qui s'en sortent mal, qui ont mal gouverné, Obama avait dit des choses formidables au Ghana dans son premier mandat là-dessus.
en disant arrêtez de raconter que vos problèmes sont liés à l'esclavage et à la colonisation, c'est très ancien, vous êtes indépendant depuis des dizaines d'années, et vous êtes responsable de la situation actuelle. Il fallait être Obama pour avoir le culot de dire ça. Bon, au Ghana, il est bien choisi, c'est un pays bien géré, par ailleurs. Donc vous remarquerez que tout le sentiment anti-français qu'on a l'impression de voir, c'est dans un petit nombre de pays, un petit nombre de gouvernements, souvent appuyés ou excités par des diasporas en Europe radicalisées, pour d'autres raisons. Ça ne représente pas du tout l'Afrique, pas du tout, en général. Et la France, encore maintenant, est très bienvenue dans presque tous les pays d'Afrique, et même dans les pays qui mettent en avant la dénonciation de la France, alors qu'il y a eu une longue période d'après la décolonisation, et ce n'était pas du tout la tonalité, hein. Même dans ces pays-là, c'est plus complexe. Et puis on verra bien dans quelques années, quand ils ont marre de Wagner et compagnie, vous voyez. Donc je suis pour relativiser ça, et pour aborder les questions sans aucune repentance. C'est pas justifié, historiquement, c'est absurde, ça sert à rien, en plus, et c'est pas ce que demandent les Africains. Les Africains de Paris, peut-être, les électeurs africains de Paris, mais pas les Africains. Donc je suis pour avoir une approche historique beaucoup plus ample, on va dire, d'autant que si la France était attaquée, c'est parce qu'elle a assez bonne fille, elle est restée. Les Belges ont laissé une situation monstrueuse, Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo, démocratique entre guillemets. Bon. Les Portugais ont laissé des guerres civiles, Angola, Mozambique. Il y a plein de guerres civiles qui ont eu lieu dans des pays qui étaient dans la colonisation britannique avant, contrairement à ce qu'on raconte. Mais tous ces pays ont fichu le camp. Ils ne sont jamais restés. Il n'y a qu'en France qu'il y a eu, à la demande des Africains, et pour un mélange de, comment dire, pas tellement d'intérêt, parce que ça se discute, mais d'idées que selon fait de notre rôle, et puis un intérêt vrai pour l'Afrique qui existait dans ces pays. La France est restée. Coopération, vous vous rappelez, de substitution, coopération de formation, tout ça a évolué. Donc quand vous avez affaire à un petit nombre de pays, notamment dans le Sahel, où il faut dire que c'est effrayant, gouverner les pays du Sahel, c'est quand même impossible. Bon. Quand ça ne marche pas pour 36 raisons qui ne tiennent pas qu'au fait qu'ils sont mauvais et corrompus, il y a des tas de raisons objectives, économiques, climatiques, etc. Quand ils cherchent un bouc émissaire occidental, ben c'est la France qui est là. De même que au début, quand il y a la menace djihadiste sur Bamako, quand les gouvernements appellent à l'aide, les pays voisins appellent à l'aide, le Conseil de sécurité est d'accord et qu'il faut intervenir. Il n'y a pas la force d'interposition annoncée par l'Afrique depuis 15-20 ans. Donc, au Conseil de sécurité, on dit qu'est-ce qui peut s'en occuper? Il y a la France. Il y a la France, un peu bête, quoi, mais qui est là, et qui fait l'opération. Hollande a raison, il prend une décision courageuse, juste, et comme heureusement on n'a pas démantibulé le système de décision hérité du général de Gaulle sur ce point, il décide, et ça marche, tout de suite. Après, je crois qu'on n'aurait pas dû rester, mais c'est pour dire que la France est dans une situation particulière, à la fois pour rendre service à un moment donné, si c'est vraiment demandé, et que personne d'autre n'est capable de le faire, notamment pas les Africains, qui devraient s'en occuper, en réalité, mais ça se retourne. Et donc on est le bouc émissaire facile. Donc vous ne vous laissez pas trop impressionner par les discours des putschistes dans les différents pays du Sahel, qui en reviendront, et il faut avoir une vision historique plus longue. Bon, tout ça c'est du discours historique, alors que j'ai dit que ce n'était pas une instance historique. Donc la vraie question c'est maintenant. On est obligé d'être tout à fait réaliste. Tout à fait réaliste. La France ne peut pas rester dans des pays qui ne souhaitent pas qu'elle reste. C'est aussi simple que ça. Quel que soit le débat historique. Comme je vous l'ai dit, l'approche historique, elle est fausse, elle est incomplète, le moralisme ne mène à rien, etc. On ne comprend rien. Mais on ne peut pas rester pour je ne sais pas quelle raison. Et on n'a pas décidé à un moment donné en France que notre présence serait essentiellement militaire. Personne n'a décidé ça. Il n'y a pas de choix français. Il y a des demandes des Africains. Il y a des enchaînements. Il y a des décisions, des engrenages. Mais ce n'est pas un choix. Donc jamais la France a dit on va faire une croix sur l'influence économique, sur l'influence culturelle, sur l'influence humaine, les relations, etc. Personne n'a dit ça. Donc il ne faut pas être traumatisé par le fait qu'on soit dans une impasse apparente et qu'à la demande de régimes nuls par ailleurs, on ne puisse pas rester. On est venu à leur demande. On a fait le job. Ils ne veulent pas qu'on reste, on s'en va. Il faudrait que ça ne soit pas du tout... C'est évident ce que je dis, mais ça ne doit pas être traumatisant. Traumatisant. On s'est bien comporté. Encore une fois, il faut penser à l'avenir. On ne peut pas rester dans la situation. On est le seul pays
potentiellement disponible par une sorte d'abus de générosité mal conçu, une idée, enfin une sorte de dérive de l'idée qu'on se fait de notre euro irremplaçable. C'est terminé ça. Donc il faut revenir réalité. Un jour, j'étais dans l'avion de Jacques Chirac, un retour de Mauritanie, avec Pierre Messmer. Pierre Messmer, voilà quelqu'un qui connaissait l'Afrique. Il y a eu un rassemblement dans un bled de Mauritanie où il avait commandé, c'était génial, il y avait 350 chameaux, c'est formidable, pour célébrer Messmer. Et donc Messmer nous dit dans l'avion, dans une vingtaine d'années, l'Afrique reviendra à ce qu'elle était avant la colonisation. C'est-à-dire en fait des pouvoirs variés, des entités multiples, certaines qui se développent très bien, d'autres pas, mais personne ne contrôle l'ensemble du territoire, c'est ça qu'il voulait dire. Donc il s'attendait, avec sa connaissance d'Africains d'avant, le monde d'avant, bon, s'attendait à ce qu'il y ait des situations de ce genre avec énormément de zones grises. Ce qu'on voit encore aujourd'hui, je le cite pour mémoire, et simplement pour vous faire sourire un instant. Donc, principe simple aujourd'hui, que je jette dans le débat, on est intervenu qu'à leur demande, on a à rougir de rien, à rien. Vous connaissez mon insistance sur le Rwanda, mais on en est maintenant à 40 livres dans le monde entier, notamment en Afrique, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, qui montrent qu'il n'y a rien à reprocher à la France. Il y a en plus plusieurs procès de diffamation qui ont été gagnés maintenant. Donc on peut discuter, mais on ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, sur est-ce que Mitterrand a eu raison au début, en 90, quand Kagame a déclenché la guerre civile pour reprendre le pouvoir en tant que minorité, parce que sinon après il n'aurait pas pu, de bloquer en disant ça va être atroce, il y aurait les massacres de 62, on va s'imposer, ce qui permettra un compromis qui a été atteint à l'été 93 à Arusha. Ce que les gens oubliaient, parce qu'on a fait une erreur monstrueuse à l'époque, on n'a jamais communiqué sur la politique menée. Ça n'intéressait personne, personne ne le demandait, on aurait dû faire une gigantesque opération sur l'accord d'Arusha. Bref, on est dans une situation, il faut oublier cet aspect-là. Enfin, je plaide pour ça, mais je crois qu'il y a plein d'éléments objectifs. Il n'empêche qu'on peut se poser des questions sur la décision d'origine en 90. Est-ce que Mitterrand a eu raison à l'époque de croire qu'on avait une responsabilité et que comme au Koweït, comme au Tchad, comme au Malouine, il fallait empêcher des modifications de pouvoir et de frontières par la force? Moi, je pense qu'on peut en discuter. Je pense qu'il ne fallait pas y aller, en fait. J'ai toujours dit que les attaques sur ce qui a été fait après étaient fausses, mais je pense que c'était une erreur, avec le recul en tout cas, la décision initiale. Oui, je distingue les deux. Mais dans le cas de Hollande, je trouve qu'il a eu raison de dire on y va. La question étant sur est-ce qu'on a eu raison de rester. Est-ce qu'il y avait... voilà, donc je reviens à mes conclusions. On ne va pas bâtir la suite à partir de la repentance, qui est à mon avis fausse, historiquement. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. En Libye Comment ? En Libye. En Libye, c'est mélangé parce qu'il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a le soutien de l'OTAN. La résolution du Conseil de sécurité visait à interdire Kadhafi d'aller baigner Benghazi dans des rivières de sang, comme le disait le fils Kadhafi. Donc on a eu raison au début. Au début. Par contre, il y a un engrenage après, ça se transforme en chasse à l'homme et Kadhafi est tué. Il aurait mieux valu l'éviter. Il ne faut pas exagérer le rôle abusif de BHL, enfin, de toute façon abusif, mais il ne faut pas exagérer les conséquences de ça. Bon. En tout cas, je dirais globalement, sur la base de la haine de soi, la repentance, la flagellation, on ne va rien bâtir. Les Africains ne le demandent pas. Quand j'ai fait à la demande de Hollande et de Moscovici, avec Lionel Zinsou et toute une équipe, quand on a fait un rapport, il y a donc à l'époque Hollande, un rapport sur la présence française économique en Afrique, on a constaté le recul. Parce que les Africains, ils sont pas plus idiots que les autres, ils sont ouverts à la mondialisation. Il y a 15 ou 20 puissances qui sont prêts à investir, à faire des choses. Donc on perd des parts de marché, forcément. Bon. Et donc on a fait la liste de ce que devaient faire les entreprises françaises ou ne pas faire. Entreprises africaines, gouvernement. Présenté au sommet Afrique-France après, il y a 15 chefs d'État. Ils sont venus me dire, mais quel bonheur de lire ça. On en a ras-le-bol de la France qui passe son temps à se lacérer sur son passé. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça ne règle aucun problème chez nous. C'est que des choses à usage interne chez vous. On s'en fiche. Par contre, que vous disiez, on est prêt à rester, oui, très bien. On ne veut pas être en tête-à-tête avec les Chinois. Par contre, vous n'êtes plus des privilégiés.
Donc il faut accepter la mise en concurrence. Il ne faut pas considérer que parce que vous êtes la France, vous auriez automatiquement le pont ou l'aéroport. Vous voyez, il y a un climat... Et ça fait maintenant 20 ans que je suis assez frappé de la différence entre disons, les moments de convulsions sporadiques en France sur le sujet et puis ce que disent les dirigeants africains. C'est complètement différent. Voilà, c'est pour ça que je faisais le détour par le rappel de l'héritage des autres. Donc, on n'a pas à rougir du passé. On ne peut pas rester s'ils ne nous demandent pas. Il n'y a pas de raison que notre présence soit essentiellement militaire. C'était la demande des Africains, ça se termine. Si ça doit recommencer, je ne pense pas qu'il faille dire plus jamais, parce que ça serait reconnaître qu'on a mal agi. On n'a pas mal agi, en fait. Parfois maladroitement, mais pas mal. Il faudrait quand même être très clair en disant on ne peut revenir pour des opérations en Afrique que ponctuellement, pour des durées précises, et à condition qu'il y ait une demande expresse, au minimum des organisations africaines, dans l'idéal du Conseil de sécurité, ce qui s'était passé pour Turquoise, dans l'affaire du Rwanda, et qui est arrivé trop tard parce que les Américains ont bloqué pendant 2 mois pour d'autres raisons. Donc il y avait un mandat limité dans le temps, limité dans l'espace, une demande express, précise. Donc on ne va pas dire, moi je ne dis pas que ça n'arrivera plus jamais, mais il faut souhaiter que les Africains se dotent d'une force d'interposition, ce qui fait que les problèmes, c'est eux qui les auront après. Ils se disputeront après sur pourquoi ils sont intervenus, pas intervenus, ça. Bon, mais je ne dirais pas fermons la porte. Et pour le reste, il reste un champ énorme à l'influence française, dès lors qu'elle est moderne, actuelle, pas péremptoire, il faut qu'on change de ton, ça c'est global, hein, sur tous les autres terrains, économiques, culturels, artistiques, échanges humains sur tous les plans, coopération multiple, évidemment sur les immenses chantiers de l'écologie de demain, l'écologisation, ça c'est pas que africain, mais donc il y a un champ énorme. Il y a un champ énorme dans toute l'Afrique, mis à part les 3-4 gouvernements du Sahel qui sont entrés dans un cycle russe pour nous rejeter, mais encore une fois, ça ne sera pas éternel, parce qu'ils ne vont régler aucun de leurs problèmes. Hein. Et donc il y a un champ énorme. Donc voilà, donc je termine là-dessus. Soyons assez disponibles, assez ouverts, tous les azimuts, et on ne garde la porte entrouverte pour des actions militaires à la demande que dans des conditions très précises. Voilà où j'en suis sur le sujet. Je vous remercie. C'était une introduction extrêmement stimulante. Maintenant, les groupes vont s'exprimer. Alors, ce sont les groupes qui se sont mis d'accord. Hein. Je trouve que l'équilibre entre les deux commissions, il est un peu hasardeux, mais c'est pas grave. Mais je vous demande de vous tenir bien dans les 2 minutes et demie parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément d'interlocuteurs. Je vous remercie infiniment. Hein. C'était très, très éclairant. Pour Renaissance, Madame Givernet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet exposé très riche. Le Président de la République a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre la France et l'Afrique lors de son discours à Ouagadougou en 2017. Le groupe Renaissance soutient fermement ce partenariat renouvelé, fondé sur une relation d'égal à égal avec l'Afrique. Cette nouvelle dynamique se traduit par des engagements sans précédent de la part de la France. Un engagement pour la jeunesse tout d'abord. L'éducation est une priorité absolue pour stimuler la croissance et lutter contre les inégalités. La France a ainsi versé une contribution historique de 330 millions d'euros en faveur du partenariat mondial pour l'éducation, notamment pour soutenir son accès aux jeunes filles. Notre groupe considère essentiel de poursuivre sur cette lancée, car l'école est la garantie d'un développement durable pour le continent. Un deuxième engagement porté haut par le Président de la République, vous l'avez dit, c'est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous saluons en ce sens l'organisation du One Forest Summit par le Gabon et la France, qui aboutit à la création d'un fonds de 100 millions d'euros pour protéger les forêts tropicales, un sommet qui constitue une première mondiale et qui doit être renouvelé. Un dernier engagement qui nous mobilise tous, celui de la sécurité, vous l'avez évoqué dans votre propos, et notamment après la dissolution du G5 Sahel. La France s'attache à promouvoir des solutions strictement africaines pour lutter contre le terrorisme et les conflits sans interférer. Pourtant, l'image de notre pays est de plus en plus abîmée sur le continent africain, alors que la France n'a rien à rougir de rien. C'est ce que vous avez dit. J'en veux pour preuve que le Mali lui-même a dénoncé une instrumentalisation de l'extérieur avant de quitter le G5 Sahel. J'en veux aussi pour preuve ces vidéos anti-françaises imputées à Wagner, qui ont été visionnées des centaines de milliers de fois.
Monsieur le ministre, la Russie renforce massivement sa présence en Afrique sur les plans militaires, économiques et de la désinformation. Ces acteurs officiels et privés ciblent la France pour nuire à sa réputation. Il nous faut répondre à cette guerre de l'image. Dans ce contexte, Monsieur le ministre, nous aimerions vous entendre sur la manière dont nous devrions lutter contre ces campagnes anti-françaises et faire face à l'accroissement de l'influence russe sur le continent. Quelles mesures concrètes pourrions-nous rapidement mettre en place pour contrer cette situation ? Je vous remercie beaucoup. Oui. Monsieur le ministre. Bon, Madame, j'ai en partie répondu déjà avant, mais bon, c'est le jeu, ça. Pas entièrement. Je redis que dans l'avenir, il faut être guidé par la demande des Africains. Pas l'Afrique en général, ça ne veut rien dire. Ils ne sont pas tellement d'accord entre eux, en réalité. C'est comme quand on dit l'Europe, qui parle là-bas. Donc la demande des Africains. Domaine par domaine, c'est assez différent. Vous avez cité plusieurs domaines de coopération. Donc il faut se fixer, partir des demandes, voir ce qu'on peut apporter en réponse, voir si c'est vraiment nous, est-ce que c'est le gouvernement, les entreprises, ou quelque chose d'européen ou autre, faire du ad hoc. Donc très pragmatique. C'est ce que je dis simplement à la liste des sujets de coopération que vous avez cités, à juste titre. Pour la campagne entrée française, encore une fois, on est dans une ambiance, il y a un discours, une rhétorique, pour ne pas dire un baratin, anti-occidental. Ce n'est pas vraiment vrai. Parce que les mêmes dirigeants qui disent ça sont à la tête de pays dans lesquels les gens rêvent de vivre à l'occidental. Pas sous la coupe des Occidentaux, il faut distinguer les deux. Mais tout le monde veut vivre comme nous. On n'a jamais vu mieux que les sociétés européennes dans l'histoire de l'humanité. En fait, il y a 1000 choses à réformer, à corriger, mais enfin, il n'y a pas historiquement ni géographiquement mieux. Et les populations en Afrique sont pareilles. Ils rêvent de vivre comme ça. Donc les régimes qui vont jouer que de ça, en se liant les mains avec des entités russes autres, de toute façon, ils ne répondront à rien. Ils ne peuvent rien résoudre des problèmes de ces malheureuses populations. Donc il faut être assez confiant. Et on ne peut pas les empêcher dans l'immédiat de raconter les sottises qu'ils racontent. Après tout, le monde actuel est une gigantesque bataille d'influence. Ce n'est pas une communauté internationale, pas encore. Et toutes les puissances emploient ces procédés. On pourrait parler des islamistes, des réseaux islamistes, qui sont eux, par exemple, qui ont torpillé le planning familial au Niger depuis des années et des années. Donc oui, il faut être dans la bataille d'influence, mais en le faisant froidement, calmement, méthodiquement, pas militairement, mais méthodiquement. Pas être trop épouvanté nous-mêmes par le fait qu'on ose nous attaquer avec des mensonges monumentaux. On se dit, mais comment les gens peuvent croire ça? Et regardez, aux États-Unis, il y a la moitié de la population qui croit à des choses complètement anti-scientifiques. Donc c'est effrayant, mais je propose de le traiter avec un sang-froid gigantesque. Et en attendant que ça se retourne. Donc il faut donner des aliments. Il faut communiquer nous aussi, il faut être sur les réseaux, etc. Voilà. Des fois, on en fait un peu trop. Et ça donne des arguments. Il ne faut pas avoir peur des manœuvres russes. En plus, ce n'est pas le continent. Hein. La Russie, elle essaie de revenir dans 4-5 pays qui sont des pays qui sont au fond du trou. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai, mais froidement. J'essaie de vous contenir dans 2 minutes 30. Je suis absolument... Non, mais à peine. Mais je suis extrêmement répressif, excusez-moi. Pour le RN, Monsieur Pfeffer. Merci, messieurs les présidents. Monsieur le ministre, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence. Vous qui avez inscrit la politique étrangère de François Mitterrand dans la lignée de la vision gaulliste, en contribuant à façonner une approche réaliste, mais aussi en mettant en avant le rôle central des États. En tant qu'acteurs historiques, légitimes et pertinents, c'est une vision de la diplomatie que nous partageons. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de mettre en avant nos préoccupations quant à la direction de notre diplomatie. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui depuis 6 ans, ne semble avoir aucune ligne directrice et est plongé dans un flou regrettable. Les illustrations sont nombreuses, mais le temps nous manque ce matin. J'en viendrai donc directement à l'Afrique, qui est l'exemple type de l'échec de cette politique du « en même temps ». Tant la dégradation des relations entre la France et les peuples et nations africaines est importante. Emmanuel Macron voulait tout changer après les présidents Sarkozy et Hollande. Et au final, le continent est toujours aussi instable. Mais en plus, la France voit ses intérêts être remis en cause, notamment par nos compétiteurs, qui, eux, ne nous attendent pas, Russie, Chine, Turquie. L'ancien président tchadien Déby disait « La France doit avoir une politique africaine et au sein de celle-ci des priorités et des alliances privilégiées avec ses amis historiques. » Et nous le pensons aussi. Contrairement au président Macron, qui lui a affirmé à 2 reprises qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Nous pensons
qu'il y a plus que jamais besoin d'une politique africaine de la France pour prévenir les migrations, sécuriser nos ressortissants, dynamiser la francophonie, mais aussi développer nos échanges commerciaux qui sont insuffisants. Alors, Monsieur le Ministre, nous aurions beaucoup de questions à vous poser pour profiter de votre expérience, mais je me limiterai à en poser 2. Vous qui défendez un rôle central des États-nations, que pensez-vous de la volonté d'Emmanuel Macron de renoncer à certains pans de notre diplomatie au profit de l'Union européenne? Dans quelles limites cela est-il, selon vous, concevable et acceptable? Et concernant l'Afrique, tout particulièrement, ne pensez-vous pas que la France aurait à gagner en défendant la proposition d'un siège de membre permanent de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? Monsieur le ministre. Je rappelle que si j'ai utilisé la formule gaulo-mitterrandisme, c'est sur la question de la dissuasion à l'origine. Je n'ai pas expliqué, quand François Mitterrand avait repris cet acquis-là, après s'était élargi à une partie de la politique étrangère, mais pas au-delà. Bon, c'est un rappel historique. D'autre part, on ne peut pas attribuer Emmanuel... On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'a fait le président depuis qu'il est là, mais on ne peut pas attribuer à Emmanuel Macron tous les problèmes en Afrique. C'est absurde. Il y a énormément de problèmes en dehors des zones d'influence française. Il y a beaucoup de dirigeants africains qui ont énormément aimé beaucoup d'initiatives du président, pas toutes, mais enfin, c'est le débat normal, ça. Donc, cette présentation est exagérée. Et puis, encore une fois, il y a plein de pays en Afrique qui ont des problèmes énormes, alors qu'il n'y a aucune influence française. Regardez la façon dont l'Afrique du Sud est de plus en plus un gros pays africain normal, avec 36 problèmes. On n'y est pour rien. Bon. Donc, il faut, à mon avis, relativiser par rapport à ça. Quant aux initiatives qu'a pris le président, je crois pouvoir Macron, je crois pouvoir dire que les élites africaines sont plutôt favorables, plutôt en sympathie avec ce qu'il a tenté, même quand ça ne marche pas, sauf les élites qui ont des problèmes tels avec leur peuple, parce qu'ils n'arrivent à rien eux-mêmes, qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire. Et là, on retombe sur la France par rapport à ça. Bon, bref, c'est plus compliqué. Les questions migratoires, en effet, je parlais à un autre moment, mais moi, je pense que l'Europe sera obligée de se mettre sur la ligne, en gros, des sociaux-démocrates danois un jour ou l'autre. Et donc, il y aura une discussion compliquée avec les Africains, même nos amis, a fortiori les autres. Mais c'est pour plus tard, et je ne sais pas si c'est hors sujet, mais bon, on verra. Rien n'est hors sujet. Rien n'est hors sujet. Sur le siège à l'ONU, ça fait très longtemps que Alain Juppé et moi, on a dit la France est ouverte à une réforme du Conseil de sécurité qui représente le monde de 45. On y est grâce à Churchill, je vous rappelle. C'est Churchill à Yalta qui s'est battu contre Roosevelt et Staline qui trouvaient l'idée ridicule pour mettre la France. Parce qu'ils craignaient une revanche allemande, encore une fois. Donc la France est là grâce à Churchill. Bon. Et pour changer le Conseil de sécurité, il faut l'unanimité. Il faut qu'il n'y ait pas de veto. Alors depuis qu'on a dit, Juppé et moi, pas en même temps, à la suite, quand on a dit on est tout à fait d'accord, il faut qu'il y ait le Japon, l'Inde, un pays africain, un pays latino-américain. La Chine a dit, moi, je ne veux pas le Japon ni l'Inde. Et puis les Américains ont dit, on ne va pas bouger comme ça. Et les Africains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait que le représentant, c'est le président de l'Union africaine, par exemple. Donc il ne bouge pas. En plus, les Arabes disent, mais nous, on est refait dans l'affaire, parce que comme on n'est pas identifié à un continent particulier, on n'est nulle part. Bon. Donc la France n'a rien à se reprocher là-dessus, elle est même assez ouverte. Et donc il n'y a aucun reproche à faire à la France, même dans disons les Africains les plus excités de Paris, sur la France, par rapport à ça. Je vous remercie. J'ai duré combien de temps là? C'est marqué là, vous voyez. 3 minutes. Non, mais c'est affreux. Mais je dis à l'invité, je baisse les bras, pas complètement. Pour la France insoumise, c'est M. Fernandez. Il est où? Pas de souci, pas de problème. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord commencer par vous remercier d'être présent devant nos 2 commissions. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de l'Élysée, vous bénéficiez d'une bonne appréciation du fonctionnement de l'appareil diplomatique et militaire français, et notamment en Afrique. Mon groupe souhaite connaître votre avis sur les échecs récents de la diplomatie et des services de renseignement dans leur capacité à voir venir les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger notamment. Est-ce que le fait que la France et les partenaires militaires du Mali aient uniquement focalisé l'approche sur la lutte contre le terrorisme djihadiste, crucial évidemment et de première importance, n'y est pas pour beaucoup, alors que cette dimension ne résume pas pour autant le contexte dans sa totalité. Aussi, nous proposons
depuis longtemps la mise en place d'une loi de programmation du Quai d'Orsay sur la base de la loi de programmation militaire. Dans quelle mesure, selon vous, serait-elle utile pour construire une stratégie de politique étrangère à plus long terme, notamment en Afrique ? Et à ce titre, nous tenons à rappeler l'attachement de notre groupe au corps diplomatique dont l'expertise et le travail dévoué participent au rayonnement de notre pays et à la qualité de son service public de la diplomatie. En outre, et plus généralement, comment voyez-vous l'avenir de la relation de la France aux pays d'Afrique dans le cadre des différentes dynamiques de recomposition actuelles ? Mon groupe ne cesse de le répéter, nous pensons que ce n'est pas la France qui est rejetée. Lorsqu'elle est rejetée, vous l'avez dit, ça n'est pas le cas dans l'ensemble des pays d'Afrique, mais c'est une certaine idée de la France et des actes politiques ou diplomatiques encore très imprégnés de post-colonialisme ou de paternalisme. Nous prônons pour notre part depuis longtemps une coopération au service des peuples de France et des pays d'Afrique pour faire face aux défis de l'humanité à venir, au premier rang desquels le réchauffement climatique qui touche de manière particulièrement intense le continent africain à l'heure de la clôture d'une COP28 pour le moins décevante. Francophonie, coopération scientifique, développement et émancipation économique, comment, selon vous, la France peut-elle humblement opérer un tournant dans les différentes relations bilatérales avec les pays d'Afrique ? Autrement dit, pensez-vous que la France soit capable d'adopter la posture d'humilité nécessaire à une telle évolution de sa politique vis-à-vis des États africains ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Humilité, c'est un peu trop, hein. Un peu trop, d'ailleurs, aucun Africain ne pense ça. Si on devenait humble, c'est pas notre nature, on n'y arrivera pas, mais ils ne nous prendraient pas du tout au sérieux. Si on était simplement, disons, moins prétentieux, moins pérorant, moins déclamatoire, ça serait déjà formidable. Ensuite, les échecs. On pourrait se demander pourquoi les Américains eux-mêmes et Zelensky lui-même ne croyaient pas à l'attaque russe. Pourquoi les Israéliens n'ont pas vu venir l'attaque du Hamas. C'était le cas d'ailleurs déjà 2 fois avant dans des guerres israélo-arabes. Bon, donc même les services les mieux, les plus compétents, peuvent se tromper dans l'analyse. Il faut distinguer. C'est pas évident d'avoir des informations. Et peut-être que vous avez donné la réponse, une sorte de focalisation sur la seule question terroriste, et que donc ça n'a pas été vu. Bon, c'est pas un problème gigantesque. Sur la loi de programmation pour le Quai d'Orsay, moi je suis pas en fonction, mais je suis forcément pour. D'ailleurs, quand le budget du Quai d'Orsay était matraqué de façon disproportionnée, à l'AGP et moi, on avait fait un article en commun pour dire ça suffit, stop. Ça avait ralenti le truc 1 an ou 2, et après ça a continué. C'est une erreur fondamentale. C'est un budget ridicule, c'est de l'ordre de 1%. La moindre diminution a des conséquences énormes dans les pays dans lesquels on a fermé des centres, arrêté les bourses, etc. Donc bravo pour la programmation. Quant au corps, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Je pense que le vrai problème, c'est que dans l'institut, comment ça s'appelle, l'INSP, c'est ça, le nouvel institut service public, disons, la professionnalisation n'est pas assurée. Alors ça, c'est l'élément clé. Alors je ne reviens pas sur les motifs bons ou mauvais sur la réforme qui a eu lieu, mais on ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'ait plus de filière professionnalisante pour le métier diplomatique. Le métier de négociation, ça ne s'improvise pas, en fait. Mais c'est encore jouable. Mais il y a 2 tonalités quand on regarde les responsables. Certains disent non, il faut absolument casser le fait que les gens fassent leur carrière dans une même activité. Donc, non, il y a un métier quand même. Bon, moi, je suis pour la logique de métier. C'est un combat qui est devant nous. C'est très clair. C'est raccourci. Oui, c'est imperatoria brevitas, monsieur le ministre. Pour les Républicains, Madame Tabarot. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous remercie de venir échanger avec nous ce matin pour nous permettre de bénéficier de votre regard expérimenté sur la situation actuelle. Avec mon collègue Bruno Fuchs, le Président l'a rappelé, nous avons récemment rendu un rapport sur les relations entre la France et l'Afrique, dans le cadre duquel vous aviez été entendu. Nous y parlons évidemment de la perte d'influence de la France sur ce continent. Il y a des causes externes à notre pays, avec l'attitude souvent déloyale de nos compétiteurs stratégiques, ou bien le comportement des juntes qui font de nous des boucs émissaires. Mais il y a aussi des causes qui sont propres à notre pays. Ainsi, l'annonce de la fin de la politique africaine de la France par François Hollande, puis par Emmanuel Macron, ont été une erreur. D'ailleurs, ils ont été rattrapés par la réelle politique et on a le sentiment, depuis le discours de l'Élysée de février dernier, que le chef de l'État tente de dessiner une nouvelle stratégie. Malheureusement, elle se heurte à un certain nombre de constats sur lesquels j'aimerais avoir votre sentiment.
Déjà sur le plan stratégique, partagez-vous le constat d'une centralisation excessive et d'un manque de concertation très dommageable à la cohérence de nos actions? S'agissant ensuite de l'aide publique au développement, qui devrait être notre principal atout, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle est ou non suffisamment mise au service de nos intérêts? Même question pour nos médias publics en Afrique, qui diffusent trop souvent des critiques et une image négative de la France. Ne doivent-ils pas s'employer un peu plus à valoriser les actions positives de la France? Je pourrais aussi parler de nos armées et de nos valeureux soldats avec la réflexion en cours sur l'offre stratégique sur laquelle vous avez peut-être un avis à partager. Monsieur le ministre, toutes ces questions peuvent se résumer en une seule. La France a le potentiel d'avoir une diplomatie d'influence parmi les plus puissantes au monde. D'après vous, pourquoi n'arrive-t-elle pas aujourd'hui à mieux l'utiliser pour en faire une véritable force? Je vous remercie, Madame la députée. Je vous en prie. Monsieur le ministre. Encore une fois, je rappelle que dans le cadre dans lequel nous réfléchissons, il n'y a pas que la France. Les Occidentaux n'ont plus le monopole de l'influence dans le monde. Ils ont la puissance et la richesse, pas le monopole. Ça fait 20 ans que je dis ça. Ça fait 20 ans que des Chinois me rétorquent « Non, c'est la fin de la parenthèse occidentale ». Je ne suis pas sur la ligne de la parenthèse, c'est pas vrai. Mais il y a quand même une grosse partie du monde qui pense ça. Donc chaque fois que vous pensez France, rappelez-vous que ce n'est pas un phénomène français spécifique. Il n'y a pas une limitation de l'influence française dans un monde où l'ensemble de l'Occident a une influence phénoménale. C'est l'inverse. Et je redis la distinction entre les gouvernements et les peuples qui voudraient vivre l'occidental si c'était possible. Et donc il ne faut pas prendre les choses sous un angle un peu masochiste. Pour ça la question n'est pas celle du post-colonialisme qui a disparu, il n'y a plus rien en réalité. C'est la question des boucs émissaires dont ils ont besoin. Donc c'est la même réponse que celle que j'ai faite avant. La stratégie, c'est celle de la disponibilité. On peut pas, c'est contradictoire de dire on va partir des demandes des Africains et de dire voilà la stratégie. La stratégie, c'est d'être disponible, agile, prêt à rebondir, à répondre aux demandes qui sont innombrables, contradictoires entre elles, entre les différents gouvernements, les différents métiers, ça dépend si on parle aux entreprises ou autres, aux ONG, aux associations, des organisations. Il faut que ce soit un pays qui soit très très disponible, qui réinvestisse dans la proximité sociologique, amicale, culturelle, linguistique avec l'Afrique, et là-dessus on pourra rebâtir une stratégie en réponse. Mais on ne peut pas la décréter tout seul. Quant à l'AFD, d'accord, vous avez raison, mais quand j'avais mené le travail dont je vous ai parlé, la plupart des pays nous disaient on n'a plus besoin d'aide en fait. On veut de l'accès au marché, on veut des investissements, on veut des actions communes dans des technologies avancées. Mais l'aide, en plus, on ne sait jamais si ça sert à quelque chose, vous voyez. Donc oui, pour l'aide, mais ça ne peut pas être le seul. Je nuance un peu, ça ne peut pas être le seul élément de la stratégie de disponibilité. 2 minutes. Parfait. Parfait. Oui. Maintenant, c'est pour le groupe démocrate. C'est Madame Darrieussecq. Geneviève, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présence et de nos échanges. Nous sommes très attentifs et je retiens ce que vous avez dit, qui, je crois, doit être notre ligne. Il ne faut pas rougir de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes. Et nous devons, bien sûr, agir avec la volonté des Africains. C'est la ligne initiale qui doit nous tenir en permanence. Rien faire sans les Africains, mais avec leur volonté. Vous avez répondu à beaucoup de questions et je retiens quand même dans ce que vous avez dit, vous avez fait référence au discours de François Mitterrand à La Baule en 1990 qui parlait d'aider plus favorablement les pays qui avancent vers la démocratie. Doit-on continuer en tant que nation prônant bien sûr la démocratie et les droits de l'homme, à porter ces valeurs au niveau du continent africain et à conditionner nos aides à ce que les pays portent ces valeurs? Et deuxième question, dans l'aide au développement dont nous venons de parler, ce terme aide au développement est, je crois, péjoratif pour l'Afrique. Et il faut que nous changions de paradigme afin que nous puissions avoir une véritable coopération
entre nations qui se sentent sur le même pied d'égalité et qui se respectent. Et je crois que cela sera peut-être un avenir différent avec le peuple africain. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre. Quand j'ai dit ne pas rougir du passé, ça ne veut pas dire refuser l'histoire. Hein. Je pense à ça. On a fait des erreurs géantes assez souvent. Il peut même y avoir eu des choses vraiment condamnables ponctuellement, mais ne pas rougir globalement, comme si historiquement c'était épouvantable. C'est là-dessus que je porte la distinction. Mais autant je suis contre le devoir de mémoire, qui est une fabrication, en réalité, qui dépend de l'état d'esprit du rapport des forces dans le pays qui fabrique le devoir de mémoire, autant je suis à fond pour l'histoire, totalement librement, sur tous ces sujets, y compris ceux-là. Bon, je reviens un peu en arrière, mais je réponds. Sur les valeurs, c'est un énorme sujet, mais l'idée que l'Occident ait à continuer son travail prosélyte, l'Occident missionnaire, quoi, en fait, ça ne marche plus vraiment. Sinon, on n'aurait pas ce résultat. Quand Poutine a attaqué l'Ukraine, c'est incontestable, il y a quand même 40 pays représentant les 2 tiers de l'humanité qui n'ont pas voulu choisir. Ils ne sont pas pour la guerre, ils ne sont même pas pour Poutine, ils ne veulent pas dans notre camp. Les horreurs du Proche-Orient, vous avez un bloc occidental en gros, un bloc musulman en gros, et plein d'Asiatiques qui disent « nous on s'en fiche ». On ne peut pas fonder toute notre action sur le prosélytisme. C'est plus possible. Alors ça, c'est très dur à dire parce que je me fais injurier quand je dis ça, mais une grande partie de l'Occident pense que c'est notre mission, la mission universelle. Mais il faut être quand même un peu réaliste et un peu froid. Par exemple, quand on dit « la France, patrie des droits de l'homme », normalement, les gens applaudissent automatiquement. Mais Badinter a toujours dit « non, on est la patrie de la déclaration ». Ça veut dire qu'on n'a pas de baguette magique pour transformer la Russie en un gros Danemark. Et si tout le discours, disons, sur les valeurs propulsées par l'Occident depuis la fin de l'URSS, du coup on n'est pas peur, donc on l'a beaucoup développé. S'il avait fonctionné, Poutine n'aurait jamais attaqué. Et la Chine ne serait pas devenue ce qu'elle est, elle serait restée sur la ligne Deng Xiaoping. Et même au Proche-Orient, ça aurait été différent. Donc c'est triste à dire parce qu'on est fabriqué comme ça. Et un de mes sujets de réflexion, mais je n'ai pas la réponse, je suis désolé, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Occident non prosélyte qui a envie que ces valeurs se propagent, mais plutôt du fait de la dynamique interne des pays où les gens veulent être respectés, les droits humains fondamentaux, partout, sans qu'on ait besoin d'intervenir en envoyant des missionnaires. Et je n'ai pas la réponse à ça, parce que c'est tellement fondamental dans l'Occident, aussi bien à droite qu'à gauche, hein, que c'est très compliqué qu'on se réinvente comme une entité qui veut absolument défendre sa civilisation, ce mode de vie, mais pas forcément en l'imposant à l'ensemble des autres. Et là-dessus, je suis plus proche de Lévi-Strauss que de beaucoup d'intervenants actuels. Je pose des questions, mais je n'ai pas la réponse. Et là, je suis trop long, désolé. Ce serait... maintenant, pour les socialistes, c'est Alain David. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les présidents des commissions, Monsieur le Ministre, chers collègues. Merci tout d'abord, Monsieur le Ministre, pour votre propos liminaire qui alimente notre réflexion collective et nourrit utilement les travaux de nos 2 commissions. Cette discussion sur la nouvelle donne africaine anime nos débats, tant en commission que dans l'hémicycle, comme ce fut le cas le 21 novembre dernier. Pour le groupe des députés socialistes et apparentés, nous avions interrogé les raisons profondes de cette évolution accélérée entre, par exemple, le lancement de l'opération Serval en 2013, salué par les populations, et la série récente de coups d'État qui s'accompagne d'une remise en cause de la présence française en Afrique. Un partenariat renouvelé avec les pays africains est donc impérieusement nécessaire. Chaque pays, avec ses particularismes, doit concentrer l'attention de notre diplomatie et nous devons combattre l'idée d'un Occident égoïste qui ne nourrit des accords qu'entre pays développés et œuvrer au contraire à un réel multilatéralisme. La France possède encore des atouts, du professionnalisme et de l'excellence de nos diplomates, à l'atout formidable de la francophonie, de notre audiovisuel extérieur respecté à l'attractivité encore importante de notre enseignement secondaire dans les pays africains et supérieur en France. Il convient donc d'aborder la relation avec les pays africains avec optimisme, mais également vigilance, en ne reproduisant pas les récentes erreurs
et en tenant compte surtout du nouvel ordre global né du conflit en Ukraine. Quelles sont d'ailleurs, selon vous, les conséquences immédiates et de plus long terme de cette nouvelle donne internationale sur notre relation avec les pays africains? À votre avis, notre diplomatie parlementaire peut-elle apporter sa contribution à l'amélioration des relations dans la complémentarité et la diversité des structures parlementaires? Merci. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre. Moi, je suis très favorable, je l'ai dit au début, à ce que l'on aille beaucoup plus en Afrique. Disons les choses simplement. Il faut y aller plus, il faut voir les gens, il faut aller dans tous les pays, il faut discuter avec eux plein de fois. Donc il faut arrêter de penser en termes de l'Afrique. Soit l'Afrique globale, ça ne fonctionne pas, soit projeter sur l'Afrique, soit nos remords, soit nos projets qui ne fonctionnent pas. C'est trop global, c'est trop artificiel, c'est creux en fait. En revanche, plus il y aura de parlementaires comme vous, plus il y aura en France de responsables variés d'associations, de journalistes aussi, cela, qui iront en Afrique pour des réunions en parlant avec les gens, plus on se rapprochera de ce qu'est l'Afrique, les Afriques, aujourd'hui et demain. Et plus on a des chances de répondre. Et quand j'ai parlé de disponibilité tout à l'heure, ça ne peut pas être une disponibilité abstraite dans le vide. Il faut avoir une bonne connaissance de ce qui se passe dans tous les pays. Alors, il y a des tas de gens qui le font très bien dans des domaines spécialisés. Par exemple, dans les COP, alors elles sont décevantes, mais s'il n'y avait pas de COP, ce serait pire, donc c'est mieux. Dans les COP, il y a plein de négociations, y compris avec les Africains. Dans les discussions du G20, il y a plein d'Africains, etc., etc. Donc il faut réinvestir, parce que malheureusement, dans la liquidation de la France-Afrique, qui évidemment ne pouvait pas continuer à coup de valises de billets, c'est l'époque Bongo, c'est autre chose, ça. Évidemment qu'il fallait liquider tout ça. Mais ça s'est accompagné d'un désinvestissement intellectuel massif. Donc je suis absolument pour ce que vous disiez en termes de présence. Merci infiniment. Maintenant, j'ai pour horizon Madame Le Henaf. Le Hénan, excusez-moi. Le Hénan, c'est ça? Excusez-moi. Je déteste qu'on écorche mon nom et donc je me ressens tout à fait coupable. Je me sens tout à fait coupable d'avoir écorché le vôtre. On ne peut pas l'écorcher, votre nom. Voilà, je vous pardonne, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre, au nom de mon groupe, je souhaite tout d'abord vous remercier d'avoir accepté cette invitation conjointe et de vos propos introductifs, vraiment intéressants, et ce, d'autant plus qu'on réfléchit sur le sujet depuis quelques semaines, et donc ça apporte vraiment un éclairage nouveau. Le mois dernier, donc, en Commission de la Défense, nous avons entamé notre cycle Afrique avec l'audition de plusieurs leaders de think tanks, de scientifiques, de chercheurs. Et j'avais souhaité les interroger sur les partenariats entre la France et les pays africains. À ma question, est-ce que de votre côté, les pays africains, l'envie de développer et de renforcer nos partenariats est toujours présente? Il m'avait répondu oui. Je souhaiterais rebondir sur les annonces du président de la République en février dernier sur sa définition d'une nouvelle approche de ce que l'on peut appeler la politique africaine de la France, à l'aune de ce qui s'est récemment passé dans plusieurs pays du Sahel. Vous l'aurez compris, ma question portera davantage sur nos perspectives que sur le bilan de la politique de la France. Au regard de votre expérience, Monsieur le Ministre, pensez-vous qu'il y a réellement du côté africain une envie de France de travailler, de coopérer avec la France? Ici, à l'Assemblée nationale, on l'a exprimé publiquement, vraiment envie d'avoir une approche nouvelle, de changer peut-être nos approches. Et nous croyons beaucoup en la diplomatie parlementaire, notamment, comme en témoigne le cycle Afrique au sein des commissions de la Défense et des Affaires étrangères. En parallèle, plusieurs déplacements de délégations parlementaires ont été effectués ou auront lieu prochainement. Pensez-vous que la nouvelle approche destinée par le président de la République nous donne toutes les chances de développer, de renforcer nos partenariats dans différents domaines? Si oui, lesquels? J'aimerais avoir votre opinion sur finalement la priorisation des partenariats que nous pourrions avoir avec les pays africains et selon les plaques géographiques. Ou compte tenu des derniers événements, pourrait-on penser qu'il est encore trop tôt pour cela, qu'il existe de telles crispations, voire, j'ose dire, un rejet qui pourrait décaler dans le temps, finalement, des relations partenariales apaisées et équilibrées? Je vous remercie.
vous remercie, Madame la députée. Monsieur le ministre. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que beaucoup d'Africains veulent maintenir des relations étroites avec la France, voire les développer. J'ai aucun doute là-dessus. Et tous les contacts que j'ai depuis ces dernières années vont dans ce sens. Ils veulent pas, on l'a dit, on est tous d'accord, ils veulent pas de la France arrogante. Mais elle est incapable d'être arrogante. Elle a plutôt tendance à raser les murs, là, maintenant. Donc les Africains ne sont pas à l'aise avec ça, je l'ai dit. La repentance, ça ne les intéresse pas. Ils veulent une France moderne, pragmatique, présente, capable de réagir en disponibilité. Donc ce n'est pas à nous de faire la liste a priori. La liste, elle découlera de tous les contacts. Depuis le président, son action a été rappelée à plusieurs reprises, les ministres, les parlementaires et tout le monde par rapport à ça, qu'on soit en prise avec l'Afrique d'aujourd'hui. Alors évidemment, ils sont eux-mêmes dans le monde global. Il y a énormément de bagarres au sein de l'Afrique, au sein de l'Union africaine, donc on ne va pas coller à l'Afrique. Et ce n'est pas à nous de choisir a priori, il faut voir domaine par domaine. Est-ce qu'on est dans le domaine agricole ou économique en général, ou technologie, ou écologie? Vous voyez, on trouvera des partenaires à géométrie variable. Donc il ne faut pas s'enfermer dans des schémas. Il ne faut pas les proclamer par rapport à ça. Et puis on verra comment, en termes de perspective, je pense que l'Afrique ne sera jamais unifiée. Il n'y aura jamais un pouvoir africain global pour peser dans les affaires du monde. Donc quand les gens disent qu'il y aura 2 milliards d'habitants, c'est le centre du monde de demain, c'est n'importe quoi ça. Bon. Le seul problème un peu compliqué à gérer, mais on y arrivera, c'est quand l'Europe finira par dire bon, sur l'immigration, il faut quand même être sérieux, on a besoin de gens, mais pas n'importe comment, et les regroupements familiales a été détourné, le droit d'asile est totalement détourné, blablabla. Donc on va faire une négociation sérieuse à partir de quotas par métier, comme font les Scandinaves, avec les pays de départ et de transit. Alors au départ, on va s'arracher les cheveux, ils vont dire l'Europe forteresse, alors que c'est exactement l'inverse. Bon. Et au bout de 3-4 ans, ça deviendra une relation, à mon avis, structurante entre l'Europe de demain, le Schengen redynamisé, et les pays partenaires. Mais donc je suis sûr du point d'arrivée. Mais ça peut prendre 10 ans. Entre-temps, il se peut qu'il y ait à un moment donné des tensions, comme on l'a vu ponctuellement quand le président Macron avait décidé de réagir au fait que les pays du Maghreb ne prennent jamais les gens qui ont été condamnés 10 fois et qu'on n'arrive pas à expulser. Il avait raison, donc il a serré sur les visas, crise gigantesque dont on sort. Bon, on aura ça avec certains pays d'Afrique. Certains. Mais comme les 3/4 des Africains qui émigrent pour vivre mieux, je ne parle pas de l'asile qui est détourné, bon, vivre mieux, ils vont plutôt au Nigeria, si c'est possible, en Afrique du Sud, qui se dit elle-même envahie par les pulsions migratoires. Donc moi, je m'attends à quelques années un peu difficiles et à l'arrivée une relation beaucoup plus saine, permettant d'aborder les autres questions, c'est-à-dire, voilà, on est disponible et parlons de ce qui vous intéresse. Et il y aura des dizaines de réponses différentes. En vous écoutant, je me dis que ce serait utile que vous soyez membre de la commission mixte paritaire, mais ça ne va pas être possible. Au titre des non-inscrits, donc le dernier orateur au titre des groupes, c'est M. Dupont-Aignan. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, pour ces paroles très sages. Moi, j'ai 3 questions. Et je les introduirai à partir des témoignages que j'ai souvent reçus d'interlocuteurs très divers en Amérique latine, en Afrique ou au Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, en tout cas ce que j'ai retenu, c'est qu'ils me disent tous la même chose. Ils sont pourtant de pays différents, ils sont de couleurs politiques très différentes, et ils avouent quand même toujours en privé leur extrême déception à l'égard de la France. Et ils disent tous la même chose, nous ne reconnaissons plus la France. Et ils regrettent plusieurs choses. Ils regrettent d'abord de ne pas avoir d'interlocuteur à Paris, fiable. Certes, il y a le président de la République, mais derrière, et moi j'aimerais avoir, première question, Monsieur le Ministre, votre analyse sur l'organisation de notre politique étrangère. Le sentiment qu'il y a le président de la République, une vague cellule à l'Élysée, et puis derrière, plus rien. Comment ça se passe? Pourquoi il y a cette déception fondamentale? Sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être reçu, de ne pas être traité. Tout simplement. Deuxième point, la cohérence. Ils disent tous la même chose. On ne comprend pas la politique de la France. D'un côté, il y a la réalpéolétique, par exemple le Tchad. De l'autre, il y a les leçons de morale au Niger. Quelle cohérence aussi entre le discours du Quai d'Orsay et celui de l'AfD? On n'est pas capable d'avoir un soutien sur un problème concret. Alors on va vers où? On va vers les Chinois. Ça prend 2 ans de moins. Par l'AfD, l'Union européenne, ça n'avancera pas. Problème de cohérence générale. Et puis enfin, et là j'ai une question fondamentale pour moi,
Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi très fort entre notre perte d'influence et l'alignement systématique, à commencer avec le retour dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, sur les États-Unis, que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient, une sorte de déception. C'est quand même un paradoxe que le général de Gaulle, au moment où on était en pleine guerre froide, s'adresse à un monde multipolaire, l'anticipe à cette vision du monde multipolaire. Et au moment où il y a le monde multipolaire, la France a disparu, ne s'adresse plus à ce monde multipolaire. Elle est complètement alignée. Et ça a des conséquences, je pense, sur le regard que portent les peuples du Sud global, comme on dit, sur notre pays et l'extrême déception qu'ils ont. Ils aimeraient entendre une voix forte de la France sur les grands dossiers du monde, et ils ont l'impression qu'elle s'est évanouie. Je vous remercie, monsieur le député, de ces questions effectivement fondamentales à laquelle je pense monsieur Védrine va avoir beaucoup d'intérêt à répondre. Et beaucoup de mal en 1 minute 30, bien sûr. Non, mais alors, face à une telle interpellation, on va vous donner jusqu'à 2 minutes 45. Non, mais ça mérite. Le point 3 mérite un échange en particulier. Bon, déception. Moi, je suis tout à fait pour revigorer le Quai d'Orsay. Ça passe par différents sujets déjà abordés avant. Il faut revigorer, y compris le métier, y compris les moyens, y compris la disponibilité. Là, on est dans une sorte de phase un peu aboulique. Et bien sûr. Alors, en même temps, ceux qui vous disent ça, ils jouent un peu. Parce qu'ils ont les contacts quand même, ils se plaignent, ils veulent obtenir plus. Bon, il y a une part de jeu de négociation. Mais c'est vrai qu'on peut entendre ça. Et je crois qu'on a vraiment besoin de revigorer, retaper, reprofessionnaliser l'éloge du métier, etc. Je suis d'accord là-dessus. Sur la cohérence, on n'arrivera jamais totalement cohérent. C'est comme l'affaire du 2 poids 2 mesures. En fait, il y a 10 poids 10 mesures dans les relations internationales. Donc, il faut arrêter le discours. Et après, on s'adapte le mieux possible. Il faut pas être... Je ne défends pas de l'incohérence. Je sais bien c'est difficile. Il vaut mieux être cohérent. Mais il vaut mieux pas donner des leçons sans arrêt. Sans arrêt. Donc, je reviens à la France pérorante. Quand on est les maîtres du monde comme Louis XIV, on peut dire ce qu'on veut, ou Napoléon au début, mais on n'est pas dans ces situations. Donc, je plaide pour un discours beaucoup plus... J'ai donné plusieurs exemples. Sur les droits de l'homme, je plaide pour un discours, on renonce à rien de ce qu'on est, de ce qu'on veut, bien sûr, mais qu'on arrête de faire la leçon à tout le monde. Ce que vous avez dit sur la France, c'est vrai sur l'Europe. Hein. C'est pour ça que les Africains, ils préfèrent faire affaire avec des Chinois, quitte à s'en mordre les doigts après, 10 ans après, trop endettés, parce que la Chine n'impose pas de critères démocratiques, ceci, cela. Bon, il ne faut pas basculer. On ne peut pas renoncer à ce qu'on est non plus. Donc je suis d'accord, soyons plus cohérents, moins incohérents déjà. Ça serait bien. Quant à la perte d'influence, bon, est-ce qu'il y a l'affaire des Occidentaux en général? Encore une fois, ne raisonnez pas comme si la France était le seul pays occidental, bizarrement, qui ait perdu son influence alors que tous les autres éclatent d'influence. Non. Non. Et regardez l'état des États-Unis. C'est quoi la politique américaine dans un an? Vous voyez, c'est pas que français. Mais est-ce qu'il y a un lien? Oui, je suis d'accord. Il y a quand même un peu un lien avec une certaine banalisation. Mais je ne parle pas de la présidence actuelle. C'est un phénomène sur beaucoup depuis la fin de Jacques Chirac, on va dire. Il y a quand même une tendance à une banalisation, occidentalisation. Alors, on est une civilisation occidentale, bien sûr. Tous les pays du monde veulent être dedans. Mais il n'empêche qu'en termes géopolitiques, il y a quelque chose à corriger, peut-être. Je suis d'accord. Il faut peut-être réinventer le gaulo-mitterrandisme. Voir le gaullisme, si vous voulez. Je vous remercie. Je vais passer maintenant. C'est Thomas qui va gérer la seconde partie. Je voudrais moi vous poser quand même une question. J'ai bien compris plusieurs messages. Le premier message, il y a des Afriques et pas une Afrique. C'est très clair. Deuxième message, nous ne sommes pas les sauveurs du genre humain. C'est la France, même si nous regrettons. Dommage. Oui, dommage. Mais alors, je vous pose, on est quand même confronté, nous avons été très obsédés au cours des dernières années par l'Afrique de l'Ouest. Or, ce qui apparaît comme évident, c'est l'immensité et la tragédie absolue des problèmes de l'Afrique de l'Est, que ce soit l'Est du Congo, la région des lacs, des Grands Lacs, le Soudan, qui est une horreur absolue, l'Éthiopie, le Tigré, tout cela compose un paysage absolument terrifiant. Et comment peut-on, à partir de ce que nous ne sommes plus et à partir de ce que nous sommes encore,
comment peut-on, nous, Français, nous, Européens, nous, Occidentaux, peut-on intervenir, pas intervenir, mais peut-on contribuer à trouver un apaisement, une solution dans cette Afrique en convulsion totale? Mais, cher Président, on ne va pas substituer une approche plus saine et plus réaliste de nos relations et de nos responsabilités par rapport à l'Afrique de l'Ouest pour lui substituer une responsabilité fabriquée par rapport à une Afrique de l'Est où on n'a aucun relais. Donc et comme vous venez de dire qu'on n'était pas les sauveurs du genre humain, et encore moins au Soudan qu'ailleurs, on va dire. Donc on en revient au fait d'être disponible. On est un membre permanent du Conseil de sécurité. On est une armée remarquable. Et si les pays en question demandent quelque chose, il faut être disponible. Mais là, on va plutôt parler aux organisations régionales africaines. Donc il faut partir de la demande des Africains. On ne peut pas partir de notre sentiment, à nous, de l'état de notre opinion, même si elle est horrifiée. Il faut mettre fin à des politiques qui ont pour objet de calmer les souffrances des téléspectateurs français, en fait. On est obligé d'être dans un monde beaucoup plus réel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en Éthiopie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait en Somalie? On ne peut pas faire grand-chose, en fait. Bon, mais on... Oui, mais je le dis à regret, mais on est quand même au Conseil de sécurité. Il y a les systèmes onusiens qui, là, quand même, peut jouer un rôle à la marge. Donc, soyons disponibles, mais on ne peut pas pérorer là-dessus. On n'a pas le... Surtout que vous avez pris tout un paquet. Mais je ressouligne qu'il ne faut pas raisonner que Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas penser qu'aux 3 ou 4 gouvernements incapables qui nous utilisent, non pas parce qu'on est post-coloniaux, ça c'est du vent, mais parce qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire. Il y a presque une 50aine d'autres pays d'Afrique. Ça remonte à longtemps. D'ailleurs, déjà sous Mitterrand, dans les sommets, on disait à l'époque France-Afrique, on invitait les pays, d'autres pays, genre Angola, etc. Donc Mitterrand, Chirac, ça fait très longtemps qu'on a élargi. Et le président Macron a renforcé cet aspect qui est initiative par rapport au reste de l'Afrique. Alors je ne sais pas s'il trouve pour autant des correspondants à Paris, au-delà des discours, des visites, mais il y a longtemps que les Français, les dirigeants français ont compris quand même qu'il y avait autre chose que l'ancienne Afrique francophone. Voilà, donc je suis désolé, je réponds pragmatiquement. Je vous remercie infiniment. Thomas, tu prends le relais. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons été saisis de 9 questions complémentaires. Est-ce qu'on peut se permettre de terminer l'audition à 12h45 ? Oui, parce qu'historiquement, vous aviez fait part d'une contrainte à 12h30. Donc, je vous propose, mes chers collègues, de poser des questions sur une durée d'environ 1 minute, qu'on va prendre de manière groupée. La parole est à Éléonore Carbois. Merci, Monsieur le Président. Alors, dès 2017, le président de la République a fait de la redéfinition de notre relation avec l'Afrique une priorité. La refonte de ce rapport, dont les grandes lignes ont été posées lors du discours de Ouagadougou, s'est structurée autour de 5 grandes thématiques: engagement citoyen et démocratie, enseignement supérieur et recherche, entrepreneuriat et innovation, culture, sport et développement. Nous saluons la volonté d'associer plus étroitement les secteurs privés et les sociétés civiles, qui sous-tend également le renouveau du partenariat avec la France et les autres pays du continent africain. Dans ce sens, plusieurs programmes de l'Agence française de développement, comme les initiatives Digital Africa ou Choose Africa, soutiennent les jeunes entrepreneurs africains et les start-up. Monsieur le ministre, en 2013, vous avez dirigé un rapport intitulé « Un partenariat pour l'avenir, 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France ». Donc, c'est un rapport de référence sur la politique française en Afrique. Considérez-vous que la nouvelle dynamique insufflée par le président de la République depuis le début de son mandat tienne compte des propositions que vous aviez formulées? Et je m'excuse de ne pas vous avoir salué initialement, comme c'était 1 minute, je le fais maintenant. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, chers collègues. La parole est à Stéphanie Guelzi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la France a toujours eu des liens importants avec le continent africain du fait de notre histoire commune. Je voudrais citer Léopold Sédar Senghor, la colonisation a charrié de l'or et de la boue. Pourquoi retenir la boue et pas les pépites ? Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre attache privilégiée avec l'Afrique, notamment avec les futures élites qui désertent nos formations universitaires pour privilégier celles anglo-saxonnes,
Tout cela par une politique francophone moins volontaire. Aujourd'hui, l'image de notre pays s'est dégradée envers ses dirigeants et également envers ses populations par une politique illisible de la France. 2 collègues députés ont remis en novembre dernier un rapport sans concession sur les manques en matière de diplomatie française. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur les différentes possibilités pour établir une confiance entre l'Afrique et la France? La perte d'influence politique entraînera une perte de confiance économique et ce sont les entreprises françaises qui vont en subir les conséquences. Je vous remercie. Merci. La parole est à Ercilia Soudet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Védrine, novembre 2022, les troupes françaises de l'opération Barkhane au Sahel se retirent et une question subsiste. Comment en sommes-nous arrivés là? Dans ce contexte où notre perte d'expertise sur le terrain fait grand bruit, que pensez-vous de la réforme du corps diplomatique? Partagez-vous ces propos que l'on peut lire dans le récent rapport parlementaire d'Arnaud Le Gall? Le ministère des Affaires étrangères a subi dans le même temps une concurrence accrue de l'Élysée, d'autres ministères, d'opérateurs tels que l'AFD, qui ont réduit son poids dans la conduite de l'action extérieure. Dans les régions où l'armée française est engagée sur des théâtres d'opérations extérieures, les prérogatives du Quai d'Orsay tendent à se réduire par rapport à celles du ministère des Armées, du poids du président de la République et de la cellule diplomatique de l'Élysée. Ne pensez-vous pas finalement que l'expertise et les compétences spécifiques des diplomates ne sont pas perçues à leur juste valeur, notamment pour agir dans des régions du monde exposées à la lutte contre les groupes djihadistes? Merci. La parole est à Jean-Pierre Cubert-Affron. Le Président, Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, nos collègues Bruno Fuchs et Michel Tabarot présentaient en commission des Affaires étrangères un projet de rapport sur les relations entre la France et l'Afrique. En 175 pages, on comprend que le rapport expose un changement de paradigme. La présence française en Afrique est aujourd'hui plus contestée que sur les 50 dernières années, quand le continent africain est lui-même traversé par des mutations profondes. Nos collègues soulignent l'importance et l'urgence de repenser la stratégie française pour l'Afrique et de mettre un terme au déclin et à la contestation que la France subit, notamment en Afrique de l'Ouest. Un accent particulier est mis sur le rapport à la communication et son rôle essentiel dans notre relation avec ce continent. En partant du prisme informationnel, je souhaiterais ici vous poser 3 questions. Monsieur le ministre, considérez-vous que la stratégie française actuelle en matière de communication soit insuffisante? Quels outils pourraient, selon vous, aider la politique africaine française à l'heure de la guerre informationnelle? Et pensez-vous enfin que la montée du sentiment anti-français en Afrique soit inexorable? Je vous remercie. Merci. La parole est à Lisiane Métayer. Merci, messieurs les présidents, monsieur le ministre. Merci pour vos propos passionnants sur la politique africaine de la France et surtout pour vos remarques préliminaires mettant en lumière le problème de méconnaissance entourant le processus de décolonisation. Cette lacune de connaissance, effectivement, peut engendrer de l'incompréhension, souvent source de raccourcis. Et si je vous le dis, c'est parce que je suis née en Afrique, j'y ai vécu et je ressens le poids de la colonisation en France que je ne ressens pas avec mes amis et partenaires africains, qu'ils soient ivoiriens, sénégalais, nigériens, congolais. Tout d'abord, j'aimerais évoquer 2 points de vue qui relient nos 2 commissions économiques et sécuritaires sur les 2 dernières décennies. Donc, au cours de cette période, les exportations ont une croissance remarquable, doublant au fil des années. Et parallèlement, la présence militaire française a été sollicitée par plusieurs États africains, marquant un engagement significatif. Et vous l'avez signalé dans vos propos. Malgré les récents putschs dirigés sur plusieurs gouvernements qui ont contraint la France à retirer leurs forces armées à la demande des États africains. Et ces évolutions soulignent l'importance des relations franco-africaines. Alors, je dois aller vite, je voulais juste parler d'évolution démographique et de la projection du doublement d'ici 2050 et du dérèglement climatique. J'en arrive à ma question finalement. J'aimerais recueillir votre vision quant à l'évolution future des relations entre la France et les pays africains compte tenu de cette évolution démographique et économique. Et comment envisagez-vous la relation avec la jeunesse africaine dont le rôle croissant dans le paysage socio-économique est indéniable? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Bru. Non? Si? Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je voudrais rebondir sur les propos que vous avez tenus en disant qu'il y avait une méconnaissance de l'Afrique auprès de l'opinion publique française et notamment des médias. Le rapport de nos collègues précités par Jean-Pierre Cubert-Affron souligne la perte de connaissance sur l'Afrique au sein même du Quai d'Orsay.
une perte qui pourrait peut-être s'expliquer en partie par la fin du ministère de la Coopération en 1998. Est-ce que, à votre avis, on peut revenir à une meilleure connaissance de la part de nos diplomates sur ce qu'est véritablement l'Afrique, et afin de redonner une culture du continent africain au sein même du Quai d'Orsay? Je vous remercie. Si la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour vos propos. Je souhaite revenir à travers ma question à la question épineuse de la reprise des liens avec certains pays d'Afrique post-coup d'État, le Mali, le Burkina et le Niger. Il y a un mois, Air France a rétabli la liaison aérienne entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport Modibo Keïta de Bamako, en dépit du maintien du classement du Mali en zone rouge par le ministère des Affaires étrangères. Une reprise des liaisons aériennes avec le Burkina est elle aussi envisagée, alors que le pays fait l'objet du même niveau d'alerte d'après nos services diplomatiques. Ces décisions contrastent fortement avec la force des sanctions prononcées cet été par la France à l'égard du Mali, du Burkina et du Niger en raison de leur gouvernement putschiste. Quels liens réinventés, notamment économiques, la France peut et doit-elle avoir, selon vous, dans la configuration nouvelle que nous appréhendons au Sahel? Cela me semble une réflexion centrale concernant nos partenariats économiques. Sur quel support s'appuyer pour démontrer notre bonne foi à agir en partenaires égaux et non pas en Occident prosélyte, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure? Je vous remercie. Merci. Il nous reste 3 questions et la parole est à Josie Poeto. Ah, autant pour moi. Donc la parole est directement à Mounir Bellamiti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez dit tout à l'heure... J'attends qu'il ait totale attention, Monsieur le Ministre. Non, mais c'est ici. Vous nous avez dit tout à l'heure, les sociétés africaines rêvent de vivre à l'occidental. Je ne crois pas que ce soit totalement vrai. Et je crois que ce qu'on constate dans la perte d'influence des sociétés occidentales en Afrique, précisément, c'est qu'il y a un rejet du mode de vie occidental sur certains de ses pans, et notamment des évolutions sociétales de nos sociétés occidentales, qui sont souhaitables, je préfère le signaler ici. Et comment, alors que nous constatons que les Russes, les Chinois, sur des modèles traditionnalistes, sur des modèles autoritaires, gagnent du terrain, comment, en disant cela, on peut penser ne pas se tromper de diagnostic? Et moi, je souhaite que nos ambassadeurs, nos diplomates français traitent le bon mal avec le bon remède. Et je crois qu'il y a dans la perception des sociétés africaines encore cette vieille lecture que finalement notre mode de vie est celui qui est souhaité par les sociétés africaines. Je crois que ce n'est plus vrai et je crois qu'il faut analyser ce fait-là avec réalisme. Voilà, je vous remercie. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre immédiatement à M. Bellamiti. Je n'ai pas parlé spécialement des Africains. J'ai dit les classes moyennes de l'ensemble des pays du Sud global veulent vivre à l'occidental. Je pensais à l'aspect concret, en fait. Je ne pensais pas aux valeurs. Je ne pensais pas à la conception de la famille ou du couple. Vous voyez. Donc on peut distinguer le social et le sociétal. Et ce n'était pas centré que sur l'Afrique. C'était pour distinguer le rejet de l'Occident rhétorique, politique, etc. Et puis les gens veulent vivre mieux, que les enfants aillent à l'école, que la justice fonctionne normalement, chacun a une bagnole et une maison. Vous voyez. C'est ça que je voulais dire. Pour le reste, je comprends ce que vous dites. Et enfin, pour une dernière question, la parole est à Olivier Faure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais être très court puisqu'on n'a qu'une minute. Et puis, j'apprécie, comme beaucoup ici, votre regard réaliste sur les affaires du monde. Mais je voudrais profiter de votre présence et de votre influence pour dire aussi une chose simple, c'est que la France s'honore quand elle tient sa parole. Et donc, je voudrais profiter de votre présence pour dire qu'il y a aujourd'hui une situation sur les auxiliaires de l'armée française en Afghanistan qui sont aujourd'hui menacés de renvoi en Afghanistan. Ils nous ont aidés au moment où nous luttions contre les talibans. Ils sont aujourd'hui donc menacés et tout ça dépend en fait de visas qu'on leur remette. Et donc, j'aurais aimé que vous puissiez avec nous appeler à ce que ces auxiliaires militaires puissent être effectivement obtenir leur visa pour venir en France et donc être protégés, parce que si on veut garder une influence dans le monde, il faut que la France honore sa propre parole aussi. Voilà. Une dernière question, c'est ça, de la part de Madame Hamlet. Madame Hamlet.
On peut prendre la dernière question et ensuite vous faites une réponse. Madame Hamlet, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout d'abord, tous mes remerciements pour ces échanges très intéressants que nous avons ce matin. Il se trouve que je suis rentrée hier matin du Cameroun, donc c'est pour ça aussi que je voulais absolument poser ma question. Il y a quelque chose que vous avez dit dès le début de votre intervention qui me paraît extrêmement important, c'est qu'en France, il manque de personnes qui connaissent l'Afrique. Vous avez raison, c'est une constatation. Non seulement personne en France ne la connaît, mais en plus, il y a un défaut également que nous avons, c'est de ne pas suffisamment nous appuyer, à mon avis, sur nos ambassadeurs. Je vais vous donner un petit exemple. Le Cameroun est classé zone orange. Ce qui blesse fortement les Camerounais, parce que quelque part, on leur dit que leur pays est dangereux. Et l'ambassade, depuis plusieurs années, c'est de faire remonter l'information pour changer ça, pour que les Français puissent aller plus facilement au Cameroun et vice-versa. Donc ça, c'est un premier problème. Les ambassades ne sont pas écoutées. Et alors, ça leur paraît, et peut-être que c'est aussi l'origine de ce problème que nous avons, ce problème d'image, c'est que les Camerounais se disent, on classe nos pays dangereux, et quand on regarde France 24 et qu'on voit ce qui se passe en France avec les attentats, etc., ils ne comprennent pas qu'on ait 2 poids, 2 mesures comme ça. Donc, j'ai encore quelques minutes, Monsieur le Président. Par ailleurs, vous disiez tout à l'heure, alors, on a un problème de déficit d'image là-bas, mais on a aussi, il faut le savoir, juste ça, parce que c'est quand même important, nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'élus au Cameroun, et les élus là-bas, que ce soit les élus régionaux, les maires, sont de très grande qualité. Eux connaissent très bien leur sujet, ils savent exactement ce dont ils ont besoin. Donc vous parliez tout à l'heure, vous disiez il faut être à l'écoute, vous avez raison, ils savent exactement ce dont ils ont besoin, écoutons-les. C'est dommage, j'avais plein de choses à vous dire aussi sur le sentiment anti-français. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'existait pas. Si, il est bien réel, je peux vous l'assurer, malheureusement. Il n'est pas tellement dans l'élite, mais dans la population. Il y a un réel sentiment que nous ont apporté les Français qui vivent là-bas. De plus en plus, ils sont victimes de ce sentiment anti-français, donc il faut faire quelque chose de façon urgente. Je vous remercie, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Alors, je ne vais pas tout reprendre, il y a trop de questions sur trop de sujets. Le Cameroun, on a entendu le témoignage, mais ce n'est pas une question directe. Je continue à penser que le sentiment anti-français fait partie d'un sentiment anti-occidental global, qu'il est attisé, organisé, artificiel, et qui n'est pas durable, et qu'on peut y répondre de 1000 façons. Bon. La question de M. Faure, je suis absolument d'accord avec vous. Quand j'ai parlé du détournement du droit d'asile, sur lequel je suis très documenté, ce n'est pas du tout ça, en fait. Hein, non, c'est bien. Moi, je connais très bien le business dans l'ensemble de l'Afrique et ailleurs, qui rapporte plus d'argent que la drogue maintenant, pour fabriquer des fausses filières, avec des fausses expertises, des faux témoignages, etc. etc. Bon, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un cas typique qui relève de la protection. Je ne comprends même pas qu'il y ait une hésitation. Parce que s'il y a des gens qui sont... Je rappelle que le droit d'asile n'a pas été conçu dans les conventions internationales pour faciliter l'immigration économique. C'est pour protéger des gens en danger pour de vrai, pour des raisons de race, de sexe, de religion, de politique, de guerre, etc. On est typiquement dans ce cas. Donc là, je ne comprends pas. Vous avez raison, moi je m'associe, je ne sais pas sous quelle forme. Oui, on verra, mais je suis juste pas m'associer à votre démarche. Aucun lien, effectivement, avec ce que vous aviez dit précédemment, mais simplement parce qu'il y a des cas aujourd'hui de gens qui étaient auxiliaires de l'armée française en Afghanistan, qui sont aujourd'hui à Téhéran, et qu'on renvoie vers l'Afghanistan, on les renvoie à la mort, parce qu'on sait très bien ce qui va leur arriver. Et donc c'était juste pour attirer l'attention pour que l'intérieur veuille bien délivrer ses visas et faire en sorte que les choses avancent. C'est aussi simple que ça. Il y a quelques cas qui sont actuellement en suspens. Voilà. En tout cas, moi, je suis prêt à m'associer à quoi que ce soit là-dessus. C'est évident qu'on ne peut pas les renvoyer à la mort. Les gens qui ont eu le courage de se mettre de notre côté. Est-ce qu'on avait raison d'y être? C'est un autre sujet, ça. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Hein. Bon. Écoutez, je vais un peu répéter. Je pense que là... il faut avoir une analyse réaliste de la situation, mais pas défaitiste, pas désespéré, encore une fois pas masochiste, ça ne sert à rien, mais équilibré. Je crois qu'il y a des forces variées en Afrique, il y a des forces de rejet de l'Occident, globalement, qui vont fonctionner ou pas, qui comportent avec un attrait en même temps, dans certains domaines, mais pas dans tous. Ils peuvent être pensés que nos sociétés sont dégénérées tout en voulant vivre pareil. Il y a des zones particulières. Le Cameroun a toujours été assez remonté pour des raisons historiques, de division du pays, etc. Bon, c'est variable. Mais je ne m'inscris pas dans l'idée qu'il y a une sorte de déferlement du sentiment anti-français.
D'autant que ceux qui le gèrent n'ont aucune solution à rien. Et que l'étape suivante, c'est qu'ils sont eux-mêmes rejetés par ceux qu'ils ont excités pour rejeter les boucs émissaires de services. Ils n'ont pas de solution. Les Russes n'ont pas de solution. Les Chinois ont des solutions ponctuelles. Ils ne posent pas de conditions démocratiques, mais après, ils tiennent les pays dans un engrenage d'endettement, etc. Donc ça reste assez ouvert, à mon avis, assez instable. Et si la France retrouve confiance en elle, si elle a une approche, on l'a dit tous, à peu près, quels que soient les groupes politiques d'ailleurs, une approche qui est moins pérorante, qui est moins dominante, moins paternaliste aussi, bon, qui est simplement disponible, pragmatique, dans les partenariats. Cela dit, ça a commencé depuis très longtemps. Vous avez cité le Cameroun, qui est un cas, on pourrait parler de l'Algérie, qui est un cas compliqué, mais ce n'était pas dans notre champ. Il y a plein de pays d'Afrique où la question ne se pose pas. Ne se pose pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils se débrouillent plutôt bien. Ils n'ont pas besoin d'inventer tout ça. Des pays dans lesquels les diasporas africaines en France n'ont pas besoin d'activer ce sentiment-là. J'en ai parlé avec plusieurs candidats à la présidence du Sénégal, là, qui disent on est très gênés par le type de réseau de propagande mis en avant par les Sénégalais de Paris pour d'autres raisons. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais même avec toutes les influences, même l'action des Russes, l'action des Chinois et les 15 puissances dans le monde qui ont des politiques en Afrique, le Brésil, l'Inde, les Abu Dhabiens, les Qataris, les Israéliens, les Koweït, tout ce qu'on veut, tout, le Japon. Même là, je crois qu'on a beaucoup d'atouts, que l'histoire Afrique-France est peut-être très cruelle à certains moments, mais magnifique à d'autres, mais qu'il faut réinvestir humainement, avant même de réinvestir financièrement. Financièrement, les chefs d'entreprise n'ont pas besoin de gens comme nous pour savoir ce qui est rentable ou pas. Bon, mais réinvestir humainement. Alors ça veut dire, ça rejoint la francophonie, ça rejoint les études, ça rejoint les bourses. Et alors là, on est en compétition avec un système global dans le cadre de l'américano-globalisation. Et donc c'est vrai qu'on est un peu paralysé par notre propre incohérence. Ce qui donne certaines évolutions françaises qui vont trop loin dans ce sens. Donc il faudrait que les Français retrouvent un peu de confiance raisonnable en eux-mêmes sans rebasculer dans la prétention. Alors c'est très plein de bon sens ce que je dis, mais c'est pas du tout l'ADN français, donc c'est la limite par rapport à ça. Mais vous voyez, je ne parle pas du tout d'un point de vue, surtout après vous avoir entendu, hein, je ne parle pas du tout d'un point de vue pessimiste. Quant au professionnalisme diplomatique, je l'ai dit à plusieurs reprises, quel que soit le nom de l'institution, le nom de la formation, le nom de l'école, il faut le reconstituer. Alors on peut nommer, c'est très bien d'ouvrir, mais le corps diplomatique était très ouvert en fait avant. Donc c'est très bien d'ouvrir, d'échanger. On peut nommer des gens dans des postes d'ambassadeurs bilatéraux. Ça c'est une chose, on peut tester des gens qui viennent d'autres carrières. Mais dans les métiers de négociation, non. On ne peut pas s'improviser. On est dans un monde, et j'ai parrainé un livre qui va paraître en janvier où on parle de l'avenir des négociateurs. On est dans un monde où il y a des négociations très compliquées tout le temps. Très compliquées, genre intelligence artificielle, genre les vaccins, genre etc., les questions nucléaires d'avenir. Bon. Mais c'est un métier, c'est pas lié à la spécialité. La négociation est un métier. Un métier. Comprendre, savoir ce que l'on veut, savoir sur quoi on peut accepter un compromis ou pas, comprendre ce que veut l'adversaire ou le négociateur, où est-ce qu'on va l'amener à un compromis. C'est un vrai métier, ça ne se prend pas comme ça. Donc l'idée qu'on puisse gérer des carrières de fonction publique qui n'ont rien à voir avec ça, puis brusquement on est propulsé là, ça c'est pas une bonne idée. Donc je l'ai dit, mais je reviens parce que ça a été redit par plusieurs des interventions finales, il y a un métier à respecter, à reconstituer. Et c'est pas joué pour le moment dans l'INSP. On dit pas l'inverse, mais certains disent les DRH des ministères vont pouvoir gérer des carrières, s'engager à 3-4 postes de distance, et les gens qui ont inspiré ça disent non, pas question. Il n'est pas question que les gens prétendent faire la même carrière dans le même métier régulièrement. Si c'est le cas, on aura vraiment une perte de capacité dans la négociation qu'il faudra corriger encore après. Je le reprends parce que c'est un point qui est apparu, quelle que soit l'origine politique en fait des intervenants, et c'est très 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 utile. Nous sommes beaucoup à être sensibles à ce discours. Et donc il faut qu'on soit très disponible par rapport à l'Afrique de demain, qu'on ne les assomme pas de scénarios, de politiques, d'annonces, de toutes nos stratégies là. Ils se demanderont si on est disponible. Et ils vont dire pour faire quoi? On verra.
Ça dépend des cas. Il y a des tas de domaines et on a plein d'atouts. Et je le répète, le commentaire des chefs d'État sur on ne veut pas rester en tête-à-tête avec la Chine. Il n'y a aucun dirigeant en Afrique, sauf des putschistes tenus par les Russes dans un moment aigu, mais ils ne sont pas nombreux, qui voudront se passer de la France. Ça n'existe pas. Quel que soit le degré d'excitation, fabriqué ou pas, des populations contre la France. Donc on a énormément de cartes à jouer si on accepte de se faire violence nous-mêmes, en étant un peu différent de ce que l'on est traditionnellement. Alors si c'est naturellement, c'est compliqué à corriger. Vous voyez, donc c'est une forme d'optimisme que je développe devant vous. Voilà, cher Président, merci. Non, je voulais simplement remercier le ministre pour cette audition à la fois passionnante et positive, et remercier le président Bourlange et l'ensemble des membres de la commission pour ce travail commun, qui j'espère ouvrira une nouvelle ère de collaboration entre nos deux commissions. Et Monsieur le Président, je vous cède désormais la parole. Je voudrais juste dire un mot très bref. Je crois que vous avez dit, Monsieur le ministre, que vous étiez moins pessimiste après nous avoir entendus. J'espère que nous sommes plus réalistes après vous avoir auditionné. Et si c'est le cas, nous n'avons pas perdu notre matinée. Allez. C'est levé. Bref.